Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons voir maintenant le théorème de non-communication. Alors, voyons ce qui se passe si on a deux systèmes, on va dire 1 et 2, qui sont très largement séparés. L'un est décrit par l'état S1, l'autre par l'état S2. L'état complet peut être intriqué ou pas. Ce sont des états quelconques. D'un côté, Albert, appelons-le comme ça, effectue des mesures sur 1 uniquement, il fait ça localement, sur le premier système. Et de l'autre côté, Bernard effectue des mesures sur 2. La question, c'est peuvent-elles communiquer par ce moyen? Donc, on suppose qu'il n'y a pas de transfert d'informations autre entre les deux. Par exemple, une ligne téléphonique, un signal lumineux ou autre. Il n'y a pas d'autre canal de communication. La question est, est-ce que les mesures effectuées par Albert sur le système 1 peuvent influencer le système 2 ou les résultats des mesures faites par Bernard sur le système 2? La réponse est non. C'est le théorème de non-communication. Il n'y a aucune influence sur les mesures de Bernard, quelles que soient les mesures qu'Albert peut faire sur son propre système. Aucun transfert d'informations, qu'elles soient partielles, bruitées ou même déformées. Évidemment, on considère que Albert n'a pas préparé lui-même les états S1 et S2, sinon il pourrait préparer S2 dans un état tel que la mesure de cet état donne l'information qu'il souhaitera communiquer. En fait, ça, ce serait un autre canal de communication. On prépare les états, on le donne, et c'est à ce moment-là, par exemple, on crée des particules, dans un état particulier, on donne cette particule, et c'est aussi un autre canal de communication, un transfert de particules d'Albert vers Bernard. On considère qu'il n'y a pas cela, il y a juste les deux systèmes. Albert et Bernard ne connaissent pas l'état des systèmes au départ, effectuent des mesures, et Albert ne peut pas influencer les résultats de Bernard. À nouveau, la démonstration est très rigoureuse, mais elle est assez technique et fort abstraite, mais on peut toutefois la comprendre assez facilement, en particulier sur les états qui nous intéressent, à savoir les états intriqués. Donc supposons que 1 et 2 se retrouvent dans un état intriqué, A1, A2, plus B1, B2. Donc chaque particule est dans un état superposé A et B, mais les deux états sont liés si l'un est dans A, l'autre est dans B. Supposons que Albert ne fasse aucune mesure sur sa particule. Dans ce cas-là, l'état reste tel qu'il est. Quand Bernard va faire des mesures sur sa particule 2, il va constater qu'elle est dans l'état A ou dans l'état B avec 50% de probabilité pour chaque résultat. S'ils ont ainsi un grand nombre de particules intriquées de la même manière, il obtiendra 50% de résultat A, 50% de résultat B. Supposons maintenant que Albert fasse une mesure et qu'il trouve, par exemple, il trouve A. Il a une chance sur 2, il trouve A. Dans ce cas-là, l'état du système se réduit et devient A1, A2. Donc, la deuxième particule est aussi dans l'état A. Et quand Bernard va le mesurer, il va obtenir le résultat A avec certitude, 100% de chance. C'est une différence, pourrait-on dire. Oui, mais il ne le sait pas. Il ne sait pas ce que Albert a fait, il ne sait pas ce que Albert a obtenu comme résultat, et Albert avait une chance sur 2 d'avoir A ou B. Et donc, le résultat que Bernard observe est lui aussi le résultat A, qui avait une chance sur 2 de sortir. S'ils ont beaucoup de paires intriquées,
Albert fait les mesures, il obtiendra 50% de A, 50% de B, et Bernard obtiendra aussi 50% de A, 50% de B. Et il aurait été impossible, Bernard est dans l'impossibilité de dire si Albert avait ou non effectué la mesure. Parce que dans tous les cas, il obtient les mêmes résultats. Ce n'est qu'après coup, s'ils s'échangent de l'information par un canal classique, au téléphone par exemple, qu'ils peuvent constater la corrélation des résultats. Albert peut passer un coup de fil et dire à Bernard « Oh, j'ai mesuré A, qu'est-ce que tu as obtenu ?» Et Bernard peut répondre « Mais j'ai obtenu A aussi. » Et là, une information est transmise. Ben oui, mais par téléphone. Il vient de s'appeler par un canal classique. Donc, l'intrication quantique ne permet pas de transfert d'informations. Revenons sur le clonage. Supposons que le clonage soit possible. On a dit qu'un théorème disait qu'on ne pouvait pas cloner les particules, l'état des particules. Mais que se passe-t-il si on pourrait les cloner? Albert a une particule qui est liée à la particule 1 dans cet état. Il peut cloner sa particule 2 qui est dans un état superposé A et B. Il obtient un clone A plus B d'une autre particule. A3, disons. A3 plus B3. Et il peut ainsi cloner plein de fois sa particule. Si maintenant, il effectue des mesures sur toutes ces particules, mais une fois sur deux, là, il va obtenir 50%, n'oublions pas que ces états clonés ne sont pas intriqués. Donc ici, il obtient 50%, une chance sur deux d'obtenir A ou B, donc il obtiendra là aussi 50% de A et de B sur tous ces clones. Mais supposons que Albert ait effectué sa mesure et obtenu le résultat B. Dans ce cas-là, l'état se réduit à B1, B2. Et si Bernard clone sa particule, il obtiendra juste l'état B3. B4, B5, B6, etc. Et quand il va effectuer des mesures sur tous ces clones, il va pouvoir dire « mais j'obtiens toujours B ». Et donc, je sais qu'Albert avait fait une mesure et qu'il a trouvé B. Et donc là, on a moyen de transmettre de l'information. Pas le résultat en soi, puisque Albert ne choisit pas son résultat. Il fait une mesure et trouve A ou B avec 50% de chance. C'est évidemment une des clés du théorème. La probabilité quantique, leur caractère aléatoire est une des clés du théorème de non-communication. Mais ici, il a fait une mesure, obtenu un résultat, et Bernard le constate. Ce qu'il constate n'est pas tant le résultat en soi, que le fait qu'il ait effectué la mesure. Donc, une information a été transmise instantanément, à distance, pour dire « j'ai fait une mesure ». Et Bernard le sait. Donc, ce procédé pourrait, un peu compliqué, mais pourrait être utilisé pour transmettre une information binaire. J'ai mesuré, j'ai pas mesuré. Et donc, transférer des informations arbitraires, à grande distance, à une vitesse aussi grande que l'on veut. Donc, le théorème de non-communication implique le non-clonage, puisque le clonage implique la violation du théorème de communication, puisque le clonage implique la communication, cela veut dire que la non-communication implique le non-clonage, la contraposition. Notons que ceci est vrai en mécanique quantique traditionnelle. On pourrait imaginer une théorie à variable cachée, telle que le résultat de la mesure est prédéterminé. Des variables cachées à l'intérieur disent, par exemple, le résultat qui sera mesuré, c'est B et pas autre chose. Dans ce cas, même s'il n'y a pas encore eu de mesure, Albert clone l'état de la particule 2, A3 plus B3, il clone toute la particule, y compris ses variables cachées. Et donc, quand il mesurera, il trouvera B à coup sûr. Et donc,
dans ce cas-là, il ne pourrait pas savoir qu'il y a eu transfert, qu'il y a eu mesure de la part d'Albert. Dans tous les cas, il obtiendrait B comme résultat. C'est un peu logique dans la mesure où une théorie classique ne permet évidemment pas de transférer des informations à distance sans un support physique. Une théorie relativiste en particulier. Et le passage à des variables classiques avec des résultats prédéterminés est une théorie classique. Il n'y a là aucun mystère. On pourrait faire ce type d'expérience et le vérifier si on savait cloner, mais comme on ne sait pas cloner, comme la mécanique quantique dit non, pas de clonage, ce n'est pas vérifiable en soi. Donc, d'après la mécanique quantique, il n'y a pas de communication à distance pour l'intrication, pas de spooky action à distance, pas d'action à distance fantomatique, comme le disait Einstein. Et donc, la mécanique quantique est locale. Elle est locale dans le sens où un signal ne peut être transféré que par un déplacement de matière et d'énergie à vitesse inférieure à la vitesse de la lumière d'un point à l'autre. Donc, elle peut être décrite localement. Sauf que, du point de vue de description, on a justement le problème des états intriqués qui nécessitent une description globale, qui n'implique pas donc de communication, mais qui implique que la description ne peut pas être factorisée, comme j'avais dit dans la précédente vidéo. Elle ne peut pas être factorisée, on est obligé de la décrire globalement. Et on dit que l'état est non séparable. Il ne peut pas être séparé en sous-systèmes, sans perte de l'information. Donc, la mécanique quantique est locale, mais non séparable. Dont j'en avais parlé, c'est ça qui introduit souvent les confusions, puisqu'en physique classique, une théorie locale est non séparable. Et une théorie qui serait non locale peut alors être non séparable, serait alors non séparable. Les deux vont toujours de pair, mais pas en mécanique quantique. Et c'est souvent là que les confusions viennent quand certains disent mécanique quantique est non locale. Ils parlent en fait des théories à variables cachées par la violation du théorème de Bell ou par le fait qu'elle est non séparable. Et non pas dans le sens de transfert d'informations utilisables. La polysémie du terme local peut induire des confusions. Examinons un dernier point. À quel moment se font les mesures? Albert peut mesurer l'état de sa particule en l'instant T1 et Bernard peut la mesurer en l'instant T2. Mais en relativité, le temps, il est relatif et la simultanéité est relative. En particulier, si la distance entre les deux est plus grande que la différence de temps divisée par la vitesse de la lumière, on est sur un intervalle de type espace, comme dans l'expérience d'aspect, et dans ce cas-là, l'ordre temporel, l'un avant l'autre, dépend de l'observateur. Plus exactement, il dépend de la vitesse de l'observateur. Pour un observateur 1, on peut très bien avoir que T1 inférieur à T2. Donc Albert effectue d'abord sa mesure. Disons qu'il obtient A. L'état se réduit en A1, A2. Et Bernard effectue ensuite sa mesure et trouve A aussi, forcément. Mais pour un autre observateur, observateur 2, avec une vitesse différente, l'ordre temporel peut être inversé, T1 supérieur à T2. Et dans ce cas-là, Albert n'a pas encore effectué sa mesure. L'état de Bernard est toujours A1, A2, plus B1, B2, l'état constaté par Bernard, et lorsqu'il fait sa mesure, il a un état superposé classique, habituel, dans lequel on a un résultat 50-50.
notons bien que je ne décris pas là deux expériences différentes. Il s'agit bien de la même expérience, d'une seule expérience, mais avec l'interprétation faite par deux observateurs. La mécanique quantique dit que tous les référentiels sont équivalents. Il n'y a pas de référentiel absolu. Et donc, le point de vue de tout observateur est aussi vrai que celui de n'importe quel autre. Il faut simplement des règles pour passer d'un observateur à l'autre. Transformation de Galilée ou transformation de Lorentz en relativité. Par conséquent, le fait que l'un dise il y a réduction et l'autre dise ben non, il n'y a pas réduction, avant la mesure de Bernard, ça jette un doute sur la réduction, puisque le fait qu'il y ait eu réduction avant la mesure dépend de l'observateur, alors qu'il s'agit de la même expérience, d'une seule expérience, avec une mesure faite par Bernard. On pourrait dire l'état est ou bien est réduit ou pas réduit, c'est l'un ou l'autre. Mais là, il s'avère que, en fonction de l'observateur, ça dépend. Ça dépend le point de vue. Donc ça jette un doute sur le caractère physique de la réduction, qui semble être simplement une question de point de vue, pour décrire ce qui se passe lors des mesures. Ça résout une difficulté. Parce que dans ce que j'ai dit, il n'y a pas de transfert d'informations instantané, c'est ce que dit le théorème. Et dans mon explication, j'ai dit, mais quand Bernard effectue une mesure, à ce moment-là, B, par exemple, l'état se réduit à B1, B2. Et donc, l'état de la particule 2 se réduit à B instantanément, à distance. Ce qui semble contradictoire dans les termes. Je parle de non-communication et je parle d'une réduction instantanée à distance. Il s'avère que Bernard n'est pas capable de le savoir, de le déterminer. Nous l'avons dit. Mais c'est quand même bizarre d'employer cette réduction instantanée à distance. Mais ici, la relativité dit, oui, bien sûr, c'est une question de point de vue, en fait. Il y a une réduction selon la manière dont on décrit l'ordre des opérations. La réduction ne fait partie que de la description du point de vue d'un observateur, avec le fait qu'il faudrait pouvoir passer d'un point de vue à l'autre. Donc, il n'y a plus réellement de transfert instantané de l'état, de réduction instantanée, c'est juste une description globale, faite par un observateur, un physicien qui travaille sur papier, par exemple, et qui dit, je travaille sur papier, je décris mon expérience, T1 inférieur à T2, Albert effectue son mesure avant, donc il y a réduction. Donc c'est lui qui dit qu'il y a ça. Ce n'est pas un phénomène physique, il n'y a pas de réduction instantanée à distance. Par contre, ça rend beaucoup plus difficile à comprendre l'intrication et la mesure quantique. Comment se fait-il que lorsque A, la première particule, Albert mesure 1, A, comment se fait-il alors que Bernard mesure B, s'il n'y a pas de réduction physique à distance, s'il n'y a pas de transfert d'informations de quelque nature que ce soit? Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vu jusqu'ici nous a permis de mieux comprendre les frontières de la mécanique quantique, théorème de Bell, la contextualité, on comprend mieux les limites d'une théorie à variable cachée, mais voilà que on arrive au final au résultat que la physique quantique reste toujours aussi mystérieuse. Donc nous reviendrons sur tout cela, bien sûr, avec l'interprétation, avec les interprétations. Pour le moment, nous ne faisons que balayer le terrain pour voir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, qu'est-ce qui est et reste mystérieux pour le moment. Notons que la réduction est peut-être qu'un point de vue, mais il y a beaucoup de choses en physique qui sont des points de vue. Quand on donne la position d'un objet, ce n'est pas dans l'absolu. C'est toujours par référence un référentiel. Par exemple, la coordonnée x égale 1 veut dire à 1 mètre du point qui me sert de référence pour mesurer les positions. Donc, beaucoup de choses sont des points de vue. Il n'y a pas de mal à utiliser une chose qui est un point de vue, tant qu'on le sait. Et la réduction est tout de même un outil très pratique. Si on sait qu'on a mesuré A, pourquoi se trimballer tous les états avec, puisqu'on sait que c'est A?
la réduction reste donc un outil pratique, voire indispensable, notamment dans la pratique de la mécanique quantique en laboratoire, et quand on veut analyser les résultats. Voilà pour le théorème de non-communication, qui a levé pas mal de voiles, ou reposé des voiles sur les mystères de la mécanique quantique, mais c'était nécessaire. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le théorème de Leggett. Nous le verrons assez en profondeur, en plusieurs vidéos, parce que c'est un théorème important. C'est une grosse amélioration du théorème de Bell, et en plus, il a été testé expérimentalement, ce qui a permis de le vérifier. Je vous remercie.